soir, en direct sur la Chômage Télévision, Ahmed et son équipe vous accueillent sur le gazon. Bienvenue dans la seule émission qui parle ballon sans aucun filtre. Bienvenue dans le Kick Football Club. Bonsoir à vous, bienvenue sur la Chômage Télévision, bienvenue dans le Kick Football Club, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, nous sommes le 29 janvier 2024 et c'est parti pour 1h30 à parler de ballon, de petites lucarnes, de coups francs, de corner, bref, vous l'aurez compris, c'est parti pour le Kick Football Club, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que la journée de lundi n'a pas été trop compliquée. Alors, dans quelques petites minutes, nous allons bien évidemment parler des derniers matchs qui ont eu lieu dans la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations, je vous rappelle, qui se déroule en ce moment même. On suivra également en direct le match du Sénégal. Mais avant ça, vous le savez, je me dois d'accueillir comme il se doit ceux qui vont partager avec moi l'affiche ce soir. Ils sont là, ils sont beaux, regardez-les. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Super. Tout le monde va bien, bonsoir à déjà Crook qui était pas là il y a 2 semaines. Crook qui était tout simplement en coma, je pense, suite à la victoire du PSG face à Lens. Encore une belle arnaque. non, comment va Kevin également ? Disponible lundi soir, mais en tout cas bonjour à tous. C'est un plaisir de revenir ce soir pour le Kick Football Club pour suivre la CAN, une compétition que j'adore et que je suis avec un très grand intérêt. Ça fait plaisir de te revoir. Et par rapport à la CAN, il ne l'a absolument pas suivi. Et que je suis avec un très grand intérêt, tout le monde le sait, donc je vais pouvoir en débattre ce soir. On va pas parler que de la CAN ce soir, vous inquiétez pas. Alors, je suis totalement honnête avec vous, je n'entends quasiment pas les chroniqueurs parce que j'ai un putain de nœud dans mes écouteurs, d'accord ? Donc c'est chiant. C'est ça d'avoir des écouteurs aussi. Pourquoi t'as pas un casque comme tout le monde ? Non, parce que je suis une star. Voilà. Il veut faire son Sébastien Coé sans les affaires. Voilà. Ouais, non, alors moi j'ai pas des affaires de trucs bizarres au cul, hein. Non, mais j'ai juste dit sans les affaires, hein. Après ça reste une affaire. Ça reste une affaire. Oui, tu vois, donc il y a bien un indice. Il veut lui ressembler, ça se voit. Ouais. Non, disons que je préfère qu'on me compare à Vin Diesel. Voilà. Il est beaucoup plus beau, Vin Diesel. Non, toi, t'es Vincent Plon, frérot. Vincent Plon 98. Bonsoir, du coup, à Kevin également qui est là. Comment va-t-il ? Ouais, ça va, super. Et toi, ça va ? Bah oui, moi ça va très bien. On nous dit Vin Gasoil dans le chat. Ils sont déjà chauds, déjà bouillants. Bienvenue au chat, bien sûr. Bonsoir à vous. Bonsoir également au chat YouTube et au chat Twitch, puisque je vous rappelle qu'on est en multicast. Et si vous avez envie, n'hésitez pas à nous rejoindre sur kick.com/AhmedLND. Bonsoir enfin à celui qui s'est fait désirer ce soir. Mais en même temps, on ne va pas le blâmer, parce que Miskin, il a perdu son téléphone. Comment va Yo-Yo ? Les soirées arrosées du samedi soir ont mal fini. Et alors raconte-nous comment ça s'est passé, comment t'as fait pour perdre ton téléphone ? Écoute, je travaillais samedi jusqu'à 17h30 et après les collègues ont eu la mauvaise idée de vouloir prolonger ça à la boîte à côté qui s'appelait le Palais M. Ah, le et fameux après j'ai un petit trou noir jusqu'au lendemain en fait. Ah merde. C'est bon ça. Merde. Donc je ne sais pas où a terminé mon téléphone, mais il n'y en a plus. On dirait. Mais c'était un vieil iPhone, donc ça me donne une bonne raison de changer. On dirait Crook après une défaite de Lens. Ouais. Mais vendredi soir, j'ai eu un trou noir aussi. De 2h jusqu'à la fin de soirée, je me souviens plus de rien. Je sais pas comment je suis rentré. Bref. J'ai eu un trou noir aussi, mais j'ai pas perdu mon téléphone, je l'ai gardé. Ah bon, t'es resté un minimum lucide. Bon, est-ce que tout le monde est prêt pour attaquer cette nouvelle émission du Kick Football Club ? Allez. On y va. Allez, vamos. C'est bon, tout le monde est chaud, tout le monde est prêt. C'est parti, bienvenue dans le Kick Football Club. Ce soir, en direct sur la Chômage Télévision, c'est le Kick Football Club. Il y a Axelinho qui demande si Crook s'est remis de la défaite. Alors Axelinho, malheureusement pour toi, je suis encore modérateur sur la chaîne, donc je dois te ban tout de suite. Comme ça va être fait. On n'en parle plus. Il va lui mettre un time-out de 5 minutes. D'ailleurs, l'équipe Stade de Reims OM en fin de saison, on essaie de se le faire. Ouais,
pourquoi pas. Bon, moi, je soutiendrai le Stade de Reims, bien évidemment. Hein. Voilà. Moi, je soutiendrai personne. Oh bah ça va, on peut soutenir le Stade de Reims face à l'OM. Hein, les ennemis de nos ennemis sont nos amis. N'est-ce pas? Pas faux. Voilà. Pas faux. Oh, et voilà. Bonsoir également, je vois du Roro. Je vois également Voltraxen, Amarillo, Hippie, Rose, Kawen également, Ryan. Bref, bienvenue, installez-vous tranquillement, confortablement, faites tourner le mot. Le Kick Football Club qui a commencé un peu plus tard que prévu, mais ça y est, on est là. Et on est bien installés. Alors, messieurs, comme à chaque début d'émission dorénavant, vous allez avoir l'occasion de distribuer un carton jaune pour tout simplement défouler un petit peu votre haine, défouler un petit peu votre frustration du week-end passé, du week-end écoulé. Et je pense que vu que Johan et Kevin, vous avez déjà distribué vos cartons jaunes il y a 2 semaines, on va laisser Crook s'essayer à ce magnifique exercice. Crook, 1 minute à partir du moment où le coup de sifflet retentit. Tu auras donc 1 minute pour cracher ton venin, cracher ta haine. Et puis une fois que le chrono retentit, enfin que le sifflet retentit une seconde fois, c'est fini. T'as plus le droit de parler. Est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt. C'est parti, let's go. Bah bon, mon carton rouge, ça va être pour l'annulation de la sanction pour Redragui par rapport à ce qui s'est passé contre la RDC avec l'altercation qu'il a eu avec Chancel Mbemba, et c'est parti en bagarre en fin de match. J'ai un peu de mal à comprendre dans le sens où c'est un entraîneur, c'est quelqu'un qui doit donner l'exemple. C'est parti totalement en live suite à son altercation avec Mbemba, et au final on apprend que la décision est annulée. Donc là la RDC veut faire appel de cette décision pour maintenir la sanction qui était de 4 matchs, si je ne me trompe pas. Il y avait 4 matchs de suspension qui étaient pour Redragui, et je pense qu'il doit servir d'exemple en fait. Alors je sais pas pourquoi, il y en a beaucoup qui crient au scandale parce qu'il serait protégé, et je comprends pas pourquoi la sanction a été annulée en fait. Donc voilà mon carton jaune pour cette semaine. Comme vous voyez, c'est en rapport avec la CAN, parce que j'adore cette compétition. Donc carton jaune pour Redragui et pour la sanction qui a été annulée. Voilà. Bon bah très bien, le carton jaune de Crook qui n'aura donc même pas duré 1 minute. Bravo, félicitations. J'aimerais bien connaître l'avis des amis là sur l'annulation de la sanction. D'ailleurs, ça m'intéresse. Bah tiens, RDC, Kevin, forcément. Ouais, bah moi après on va peut-être me dire que je suis pas partial dans cette. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Kevin est congolais camerounais, donc c'est pour ça que ça le concerne à moitié. C'est exactement ça. Et du coup, ouais, c'est vrai que cette histoire, elle est étrange parce que je sais pas comment on peut passer de 4 matchs, parce que quand même 4 matchs sur une compétition où il ne reste que 4 matchs, ça veut dire que normalement des incidents ont eu été graves déjà, je pense, parce que normalement tu ne bannis pas quelqu'un de la fin d'une compète s'il y a rien qui s'est passé. Et moi j'ai une théorie là-dessus, c'est que si c'est des insultes racistes, pour moi c'est pas assez. C'est ça. Mais si c'est des insultes justes et que ça a emmené une bagarre, pour moi c'est juste. Voilà. Mais après, voilà, le fait que la suspension soit maintenant retirée, ça me fait un petit peu penser à ce que disait l'entraîneur de la Tanzanie, d'ailleurs, qui s'est fait virer un petit peu après, qui disait en gros que le Maroc avait un petit peu la carte et son rond de serviette à la CAF. Donc je sais pas si c'est le cas ou pas, mais c'est vrai que c'est assez étrange. On dit bonsoir sur Twitch à Capucine qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, bienvenue. N'hésite pas, ici on parle ballon tous les lundis soirs. Mon yo-yo, tiens, un petit avis par rapport à cet incident qui a eu lieu lors de la Coupe d'Afrique. Ouais, en fait c'est compliqué d'avoir un avis tranché là-dessus parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de scènes en off sur cette affaire Regragui et Mbemba, et je sais pas pourquoi en fait ils ont annulé la sanction. Est-ce que peut-être qu'il y a des joueurs congolais qui ont demandé à que ça soit annulé, qui ont estimé que c'était pas si grave que ça? Je sais pas comment ils en ont conclu que ça a été blanchi. Donc c'est compliqué en fait, sans avoir tous les infos, d'avoir un avis là-dessus. Moi j'ai rien vu de l'altercation vraiment entre les deux. Il y a des images par-ci par-là, mais c'est pas clair. Donc est-ce qu'il y a eu un rétro-pédalage des deux côtés et ils s'en sont sortis à l'amiable en échangeant? Je sais pas du tout. Donc compliqué d'avoir un avis précis là-dessus. Messieurs, tiens, le carton jaune de yo-yo, vu que tu étais en train de parler, est-ce que tu es prêt pour ton carton jaune?
Ouais, je suis prêt. Alors malheureusement, j'ai pas trop regardé le foot étranger ce week-end, donc je vais me concentrer un peu sur la Ligue 1. Et mon carton jaune, en fait, il va sur l'interview de Luis Enrique post-match contre Brest, où il fait preuve d'un comportement vraiment irrespectueux envers le commentateur, qui est très cool, hein, d'ailleurs, comment il s'appelle, Thibaut Leroy, où il lui répond pas, il le regarde mal, il veut pas argumenter. Ça fait déjà 2-3 fois qu'il fait ça, et je trouve ça vraiment pas cool. Tu vois, il a vraiment un comportement hautain, et par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain, il aurait pu donner une explication de ce changement un petit peu de possession et de temps fort sur les demi-temps, et il n'a pas voulu répondre, et ça fait 2-3 fois que je le reprends là-dessus et que je trouve ça vraiment pas cool, et c'est pas une bonne image qu'il donne. On est bon ? Voilà. On est bon. Eh ben écoutez, vous êtes efficace, hein. Vous allez même pas au bout de vos 1 minute, c'est bien. Je suis fier de vous. Mon Kevin, on y va, est-ce que t'es prêt ? Allez, on réagit pas sur le truc. Ah si vous voulez réagir, vous pouvez bien évidemment. Non mais si vous voulez réagir, vous pouvez réagir. Si vous n'avez rien à dire, on passe à la suite. Et peut-être que tu as quelque chose à dire. Ouais. Du coup, c'est vrai que moi, Luis Enrique, alors j'avoue que hier, j'étais concentré sur RDC Égypte et j'ai pas vraiment regardé le match. En plus, le truc véridique, c'est-à-dire qu'il y a eu la mi-temps RDC Égypte, je mets Amazon et bim, réduction du score de Brest. Donc c'est peut-être moi qui ai porté la poisse sur le délire. Mais c'est vrai que ouais, je trouve que depuis déjà l'altercation qu'il a eu avec j'allais dire Olivier Ruiz, je suis un ouf. Comment il s'appelle, Alexandre Ruiz, pardon. Avec Alexandre Ruiz, déjà je trouve que il a pas un contact facile avec la presse, et je le vois même souvent, même avec dès qu'il donne des interviews sur le club, sur les médias du club et tout, il n'y a pas ce truc, par exemple, qu'avait un Tuchel au début, ou même un Unai Emery, même s'il parlait français très très difficilement, mais il y avait ce côté de je viens vers vous, je veux vous expliquer. Là, lui, Luis Enrique, il n'est pas du tout dedans, il est toujours dans une méfiance, il est toujours dans un truc. Alors, moi, ça me rappelle un peu Mourinho à l'époque, quand il faisait un petit peu nous contre le reste du monde. Bon, des fois, ça marchait, et c'est ce qui avait fait sa force pendant longtemps. Mais est-ce que ça, avec l'ambiance délétère qu'il va avoir là, dans les 2-3 prochaines semaines, surtout autour du match face à la Real Sociedad, je suis pas sûr que ça soit un smart move, comme on dirait dans mon agence de com. Ouais, moi je suis d'accord. En fait, ce qui m'énerve avec Enrique, c'est qu'il est nonchalant. Tu sais qu'il y a des attentes au niveau de la communication autour du club, autour du PSG, parce que c'est le meilleur club français. C'est le seul club qui actuellement pourrait prétendre à une éventuelle Ligue des Champions, même si pour l'instant c'est un peu compliqué. Et trop nonchalant en fait. Quand tu vois comment il envoie chier les journalistes les uns après les autres, quand ça lui plaît pas, quand le sujet lui plaît pas, quand tout simplement il est pas emballé par les questions, je trouve pas ça normal. Après, je sais qu'il y a eu un petit passif entre lui et Ruiz, je crois, en Espagne. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu l'altercation sur la Free Ligue 1, je crois, c'était la chaîne officielle de Free Ligue 1. Ouais. Et moi, ça me dérange dans le sens où, comme tu dis, Kevin l'a justement dit, dans 15 jours, il va avoir le choc avec la Real Sociedad. S'il passe et qu'il s'en sort, tant mieux. Par contre, s'il se fait casser le cul là-bas, je sais pas, c'est au parc ou c'est à la Sociedad ? L'aller au parc et le retour là-bas. Ouais. Ah, l'aller, il est chez nous ? Bah oui, on a fini 2e. Ah oui, c'est vrai, putain. Déjà, il y a un point fort pour lui, donc on verra. Mais si vraiment il n'arrive pas à tenir le choc face à la Real Sociedad, j'espère qu'il va pouvoir enfin répondre aux journalistes, parce que son schéma de jeu, ses choix tactiques, pour moi, laisse clairement à désirer depuis quelques mois. Et puis Thibaut Leroy, il n'est pas venu l'emmerder en plus, tu vois, il lui a posé des questions vraiment tactiques pour comprendre un peu comment le match, il s'est un peu retourné, il est pas venu le faire chier, tu vois. Quand on essaye de t'emmerder, je comprends, mais là, il voulait juste creuser tactiquement, tu vois. En plus, tu as vu les interviews Amazon, c'est le diffuseur de la Ligue 1, ils sont absolument pas là pour casser les couilles aux gens ou même pour dénigrer le produit. Donc franchement, si tu dois t'en prendre à quelqu'un, c'est si un Riolo machin te casse la tête, à la limite, ok, mais le diffuseur, c'est pas là où ils vont venir te faire chier. Hein. Non, c'est pas le genre. Surtout pas ce mec-là en plus. Très bien, messieurs. On va passer au carton jaune de Kevin. Kevin, du coup, sur quel sujet va porter ton carton jaune ? France, international ? C'est international, et on va revenir du côté de Babi, d'Abidjan, avec la Coupe d'Afrique éclatée du Cameroun. Je pense que là, franchement, je l'ai dit même dans mes stories, c'est l'une des pires équipes
du Cameroun que j'ai vu depuis que je suis né. Mais vraiment, hein. Je pense que je regarde le foot depuis que j'ai l'âge de 5-6 ans. Donc j'en ai vu des Coupes d'Afrique des Nations, j'en ai vu des équipes du Cameroun. Mais celle-là, c'est l'une des pires. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien du tout. Le match face à la Gambie, ça relève du miracle. Et le pire dans tout ça, c'est que on a appris il y a un jour ou deux que Samuel Eto'o limite faisait les équipes et que c'est lui qui disait qui doit jouer où. Donc voilà, avec les imbroglios avec les joueurs, ils n'ont pas pris d'autres, ils en ont pris certains qui ne devaient pas être là. Bref, une CAN nulle à chier. Et je pense que tout le peuple camerounais espère que Rigobert Song parte. Et on aura peut-être plus d'informations dans les prochains jours. Mais voilà, je voulais souligner cette CAN catastrophique des Lions indomptables. Merci Kevin. Est-ce que bon, alors Crook, t'as pas trop suivi la Coupe d'Afrique, donc bon. J'ai regardé le match au bar et j'ai vu que le Cameroun a perdu 2-0 contre le Nigeria. Un peu déçu en fait du parcours du Cameroun. Bon, j'ai pas suivi toute la CAN non plus du Cameroun, mais j'ai entendu parler de cette histoire avec Samuel Eto'o qui a un peu trop de pouvoir au sein de la sélection camerounaise et je pense que ça les dessert. Clairement, ça les dessert. Après, on va pas se mentir, sur le continent africain, la gestion des équipes de foot niveau international, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. T'as toujours des mecs qui font n'importe quoi. Là, actuellement, c'est Samuel Eto'o qui le fait au Cameroun. Et je trouve ça dommage pour la sélection parce qu'au final, ils sont passés pour des peintres alors que je pense qu'ils avaient une équipe qui, sur le papier, aurait pu faire quelque chose. Et est-ce que c'était le bon entraîneur qui était là aussi, qui a été sélectionné? Je sais pas. Je trouve ça dommage pour le Cameroun, en tout cas. Ah mais on a une équipe, sans déconner, quand tu vois que le maître à jouer de l'équipe c'est Georges-Kevin Koudou, enfin j'ai rien contre lui, il a une carrière de professionnel, moi je le suis pas, mais je veux dire par là que ce gars-là, normalement tu sais c'est comme la théorie que disait un petit peu Riolo à l'ancienne avec Valbuena, c'est que Valbuena c'est pas un mauvais joueur, mais si c'est lui ton meilleur joueur, c'est que ton équipe elle va pas bien. Et ben là c'est exactement pareil avec Nkoudou, quoi. C'est-à-dire que, enfin je veux dire autour t'avais des Zambo, t'avais des mecs qui pouvaient porter cette équipe-là, ils l'ont pas fait. Dans les buts, j'en parle même pas, et on n'avait pas de neuf. Même si j'aime beaucoup Franck, bisous, mais là, franchement, c'était pas, enfin, c'est vraiment clairement une catastrophe, Et vous vous rendez compte, il y a une stat face au Nigeria, c'est la première fois qu'une équipe se fait éliminer sans faire le moindre tir. On a fait 0 tir face au Nigeria. C'est c'est même pas genre 0 tir 4, c'est 0 tir. Voilà. Celle-là, elle est forte. Ah ouais, c'est un truc de fou. Tu sais que samedi, attendez. Ma meuf, elle m'a dit, Stop. Johan, je vais te demander de remettre tes écouteurs si ça te dérange pas, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on entend Kevin en double. En gros, vu que t'es sur les haut-parleurs. Comment ? Tu veux que je mette mes écouteurs ? Ouais, parce qu'en fait, on entend tout en double, du coup. Vu que t'es non, j'enlève mon micro quand il parle, hein. Ouais, ça va être plus simple pour toi, je pense, parce que sinon tu vas devoir à chaque fois couper ton micro, etc. Je pense que ce sera plus pratique parce que bon, pour vous expliquer, le chat, Yo-Yo n'a plus son casque qu'il avait avant et donc du coup, il est sur le micro du MacBook Pro. Normalement, ça devrait être bon. Ouais, c'est bon, on s'entend plus en double. Parfait. Excuse-moi, mon Yo-Yo. Donc tu disais, Kevin. T'inquiète. Non, et je disais qu'on a fait 0 tir, quoi. Et même quand tu regardais le match, franchement, on aurait dit une R1 face au Paris Saint-Germain en Coupe de France. C'est-à-dire qu'au bout de 2 passes, on perdait le ballon, il s'est absolument rien passé. On a eu une demi-occasion, il y a eu un centre fuyant devant le but, personne l'a touché, voilà, et ça s'est arrêté là. Et après, plus de lumière, rien du tout. Bah, de toute façon, après le premier but, même s'il était refusé, le premier but là de Aina, ou je sais pas comment il s'appelle, le mec qui a marqué là, j'ai dit c'est bon, je savais qu'on allait perdre. J'ai dit c'est bon, c'est rideau, c'est terminé. Même la rentrée, parce que le truc qui m'a fait marrer, c'est qu'au moment où Aboubacar il s'échauffait, t'entendais dans le public, genre il y avait la clameur comme si c'était Messi, tu sais. On aurait dit Messi en 2013 face au PSG, c'est qu'il a remonté sa chaussette et que tout le monde a fait dans son froc là, sauf que là ça marche pas, c'est Aboubacar les gars. Est-ce que tout le monde a dit ce qu'il avait à dire, en tout cas sur ce carton jaune de la part de Kevin ? On a fait le tour de table. On a Kawen qui nous dit le pauvre, il a plus de casque, plus de téléphone, il a la poisse. Ouais, c'est un mauvais week-end. Messieurs, moi j'ai aussi quelque chose à dire. Et j'ai un carton jaune, même 2 cartons jaunes à distribuer parce que là, là c'est très grave. Parlons de l'Égypte dans la Coupe d'Afrique. non mais sérieusement, que des matchs nuls. L'Égypte,
C'est 2-2 face au Mozambique, 2-2 face au Ghana, 2-2 face au Cap-Vert et 1-1 face au Congo. Scandaleux l'Égypte. Franchement, on a 7 ou 8 étoiles sur le maillot, frérot. On en a 7, je crois. C'est scandaleux, c'est pas digne d'une équipe égyptienne. La Tunisie, j'en parle même pas, frérot. Ils étaient encore à la chicha à Tunis. Hein. Si je prends les résultats, c'est 1-0 contre la Namibie où on perd, 1-1 face au Mali et 0-0 face à l'Afrique du Sud. Donc à un moment donné, il serait temps de virer le coach qui pue sa mère, qui nous apporte rien de positif depuis des années et des années, et il serait temps aussi de faire un grand ménage parmi tous les joueurs, parce que ce soit en Tunisie ou en Égypte, là c'est scandaleux, voilà. Ils jouent pas pour le maillot, maintenant c'est devenu des joueurs à thune, voilà, ils jouent pour la thune, voilà mon carton, mon double carton jaune, l'Égypte et la Tunisie, comme dirait un grand philosophe, nul, voilà. Nul, oula. Nul, voilà, nul. Par rapport à l'Égypte et la Tunisie, messieurs. Incompréhensible. Ouais, il méritait d'être éliminé. Moi, je suis pour le Congo. Moi, tu sais que hier, j'ai insulté beaucoup les Égyptiens, mais vraiment, parce que en fait, il y a un truc moi qui m'énerve avec cette équipe, et même quand ils étaient forts, ils faisaient exactement la même chose. Je me souviens d'une finale de CAN en 2008 où c'était à peu près pareil. Ça veut dire que l'Égypte, quand l'équipe est un petit peu dominée, ils surjouent tous les contacts. C'est-à-dire que toutes les fautes deviennent des fautes hyper graves. Le gardien se couche par terre pendant un quart d'heure parce qu'il a mal au dos, il a mal à la main, et il fait des Djokovic là, tu vois, pour essayer de casser un petit peu le jeu. Le tempo. Ouais, et enfin, oui, il y a des gens qui vont dire que oui, ça fait partie du jeu, mais non, en fait, ça fait pas partie du jeu, parce que si tu gagnes tout le temps comme ça, enfin, je trouve ça moi éclaté en vrai, tu vois. Et il y a des moments, le karma, il te le fait payer. Et je pense que hier, le karma l'a fait payer, parce que par exemple, il y avait le capitaine, je sais plus comment il s'appelle, Andy, je crois, un truc comme ça, il s'appelle le capitaine, un truc comme ça. Le capitaine égyptien ? Ah, j'ai pas entendu. Le capitaine égyptien ? Ouais. Ça a changé. Comment il s'appelle ? Ouais, c'est le numéro 6, c'est le capitaine, là, j'ai oublié son nom. Putain, j'ai pas son blaze, là, ce connard. Je vais le dire. Benghazi. Hegazi, ah voilà, c'est ça. Lui, lui c'est le roi du trollage. Hein. Sans déconner, c'est le Mohamed Ali du foot. Hein. C'est-à-dire que le gars, en fait, il fait tout pour que les gens se poussent à la faute. Il a essayé de provoquer Mbemba qui avait déjà un jaune. Et le pire dans tout ça, franchement, le penalty, sans déconner, le penalty pour l'Égypte, si franchement on siffle des penalties là-dessus, ça veut dire que tous les week-ends, normalement, il y a des matchs, ça se finit à 6-5. Je veux dire, il y a eu un duel. Le fait qu'il en rajoute des caisses, c'est ça qui a fait aussi que l'arbitre a été appelé par la VAR et compagnie, ça donnait un penalty. Mais bon, voilà, on a gagné au final, et tant mieux. Mais c'est vrai que cette coupe les campagnes pour l'Égypte et la Tunisie, elles étaient pas ouf. C'était catastrophique. Messieurs, je vous propose d'aborder désormais le Tour de France. Et de parler donc de notre chère et tendre Ligue 1. La Ligue 1 et également on peut parler un peu Coupe de France si jamais vous avez envie, parce que c'est vrai que la semaine dernière on n'était pas là. La semaine dernière c'était un week-end de Coupe de France. Si jamais dans le chat vous avez envie de participer, vous pouvez. Je vous rappelle bien évidemment que vous pouvez venir discuter avec nous à l'antenne. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple, ça se passe sur Discord. Tu veux passer à l'antenne pour réagir ? Ça se passe sur le Discord de la Chômage Télévision. Tape !Discord dans le chat et mets-toi dans le vocal standard. Alors on va regarder le classement de cette Ligue 1, messieurs. On va regarder tous ensemble où se situent nos clubs, et puis ensuite, comme d'habitude dans ce Tour de France, je vais vous distribuer la parole l'un après l'autre. Alors, on check ce classement de la Ligue 1, si ça marche, bien évidemment. Hop là, et voilà. Donc, nous avons en première place toujours le PSG, avec 44 points. En seconde position, Nice. Troisième position, le Stade Brestois. Donc le top 3 qui ne bouge toujours pas. Quatrième place, l'AS Monaco. Cinquième, le LOSC. Sixième, le Stade de Reims.
7e, l'Olympique de Marseille, talonné de près par le RC Lens en 8e place. Le Stade Rennais, 9e. Strasbourg qui chute à la 10e place. 11e, Le HAC. 12e, MHSC. 13e, Nantes. 14e, Toulouse. 15e, Metz. Lyon, toujours 16e. Clermont et Lorient qui ferment la marche. 17 et 18e. On va commencer par le premier, hein, le Paris Saint-Germain. Ensuite, on fera l'Olympique de Marseille et le RC Lens. On va rester dans un ordre chronologique. Kevin, par rapport au PSG, même si tu n'as pas regardé le match hier face à Brest, le match nul, ton avis? Alors, j'ai pas regardé le match, mais j'ai vu un très long résumé. Un super match. Paris qui a apparemment c'était un très bon match parce que les Brestois ont donné une belle opposition. C'est vrai que moi j'ai envie de distribuer des bons points sur ce que j'ai vu. Alors vous qui avez peut-être regardé le match en entier, vous allez peut-être me dire oui ou non. Mais moi je trouve qu'un mec comme Barcola se fond de plus en plus dans le 11, vraiment. Je trouve que depuis le match à Newcastle où il est passé complètement à côté, le match Newcastle au Parc des Princes, où il est passé complètement à côté, ça lui a peut-être fait un ding-dong, tu vois, où il s'est dit, vas-y, en vrai, il faut que je me mette un peu au niveau des attentes du club et des joueurs qui sont autour de moi. Donc je trouve que Barcola c'est quand même pas mal. Moi, le Brésilien qu'on a acheté très cher là, Bernardo là, je suis pas totalement convaincu par lui. Mais vraiment pas du tout, même, j'ai envie de dire. Je sais pas où est-ce qu'on va aller avec ce gars-là. Je trouve qu'on a acheté quand même un mec 20 millions d'euros. Bon, on va dire 20 millions à l'échelle du PSG, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même de l'argent qu'on aurait pu mettre sur quelqu'un d'autre, je trouve. Après, il est jeune, il vient d'arriver, il fait froid, machin, tout ça. Mais c'est vrai que je trouve que le mec que j'ai envie d'incriminer, moi, c'est comment il s'appelle, c'est Luis Enrique, parce que je trouve qu'il fait encore l'espèce de petit magicien où il veut tout le temps montrer que c'est lui qui sait tout. Je suis dans mon labo, j'ai les fioles, vous avez rien du tout, machin, je vais vous concocter un truc. Frère, arrête tes conneries, mets un 4-3-3, les gars à leur poste et on arrête là. Au lieu de faire des trucs de 4-3-3 dans ces 4-4-2 en position offensive 3-3-2-1, je sais pas quoi, il faut arrêter ces conneries, tout ça. Ça c'est de la merde, on joue pas au foot comme ça, putain. Messieurs autour de la table, un avis peut-être? Ouais, moi j'ai regardé le match, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce match. C'est rare qu'on ait des équipes de Ligue 1 qui offrent une belle opposition au Parc des Princes. Souvent c'est des matchs qui sont à sens unique. Et puis Brest, dans la continuité de ce qu'ils ont fait sur la saison, ils font une super saison. Un match avec leurs qualités et leurs défauts, c'est des occasions, ils s'en sont procurés, ils n'ont pas fermé le jeu. Donc pour moi qui étais complètement spectateur de ce match et pas supporter, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce match-là. Et voilà, bravo à Brest parce qu'ils ont vraiment joué plutôt que défendre et mettre le bus comme toutes les équipes qui viennent au parc. Et ça a été un spectacle qui était vraiment cool à voir. On dit bonsoir dans le chat à Mythix, excusez-moi. Kawan, on l'a déjà salué. Bonsoir à Mythix, bonsoir à Butor, bonsoir à Jamila. N'hésitez pas, hein, si jamais vous avez envie de réagir. On reparlera de la Coupe d'Afrique tout à l'heure. Croc, as-tu regardé PSG Brest? J'ai regardé en diagonale, mais mention spéciale quand même pour Brest, moi qui m'étonne cette saison, sachant qu'en plus il n'y a pas eu de recrutement. C'est le même effectif que l'année dernière. Eric Roy fait un vrai taf là-bas, et tant mieux, je suis content pour eux. Ils sont 3e de Ligue 1, ils arrivent à tenir la tête au PSG au Parc. Ils sont sur leur lancée. Est-ce que ça va tenir ? Ça, on verra bien, l'avenir nous le dira. Mais je suis content pour eux, mais ce qui m'étonne, c'est vraiment qu'il n'y ait pas eu de recrutement. Donc je pense qu'Eric Roy a vraiment trouvé la formule avec eux, avec ses joueurs. Il y a une bonne cohésion d'équipe. On voit qu'ils font les efforts les uns pour les autres. Sur l'aspect tactique, ils maîtrisent très bien leur disposition. Donc tant mieux pour eux, et qui continuent à tirer la Ligue 1 vers le haut, notamment en tenant tête à des équipes comme le PSG. Et j'ai hâte de voir contre les concurrents directs, contre du Nice, contre du Monaco, contre du Marseille, contre du Lens. Je pense que ça va être des matchs qui vont être très intéressants. Ouais. Surtout qu'ils tiennent tête par le jeu, quoi. C'est ça. Comme tu dis, ils ferment pas le jeu en fait. Ils ouvrent le jeu, ils sont vraiment. En fait, ils ont une philosophie, hein. Un peu comme nous l'année dernière et il y a 2 ans, où on était vraiment sur cette lignée-là. Et là, Brest a pris notre place, et tant mieux pour eux. Je pense que les supporters brestois doivent prendre leur pied quand ils regardent leur équipe jouer, et tant mieux pour eux. Bien plus que par exemple Nice, qui est mieux classé et qui ne joue pas. Exactement. Kevin. Alors, Nice, c'est une cata.
C'est clairement une cata. Ah oui, et je voulais faire aussi un point. Moi qui suis je sais pas, j'aime pas ce mot-là, mais on va dire que j'aime beaucoup Mbappé pour tout ce qu'il représente, parce que voilà, on a beaucoup de choses en commun, tout ça. Bref, c'est quelqu'un que j'apprécie même en tant que joueur. Je me dis que si ce gars-là venait à partir du Paris Saint-Germain à la fin de la saison, bah ça serait pas un drame en fait, parce que je trouve que là, je sais pas trop où est-ce qu'il va, où est-ce qui veut aller, qu'est-ce qu'il va faire là dans les prochains jours, parce que ça fait déjà plusieurs matchs. Alors on va dire oui, il marque, ok, mais je trouve que dans le jeu, il y a un truc qui est pas fluide en fait. Je sais pas, il y a un truc qui va pas, et ce positionnement en neuf, moi ça me plaît pas du tout. Très bien. On va passer au 7e de Ligue 1. L'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui s'est incliné face à Monaco. Non, qui a fait match nul, excusez-moi. C'est Lyon qui s'est incliné face à Rennes. Lyon qui s'est incliné face à Rennes 3-2. On en parlera après. Monaco, on fait match nul. Marseille, on fait match nul contre Monaco, donc 2-2. Johan, ton avis sur ce match ? Alors, avant de parler de ce match, il y a une actualité qui est brûlante là à Marseille en termes de mercato. Donc, je vais donner les dernières infos qui datent d'il y a moins d'une heure. Donc, Vitinha n'est plus à l'OM. Il vient d'être prêté au Genoa, une option d'achat de 25 millions. Donc, ça, je pense que c'est un truc un peu. C'est bien vendu. Hein. Ouais, c'est un prêt avec option d'achat qui n'est pas obligatoire à 25 millions d'euros. Et en même temps, Malinowski part directement au Genoa, est acheté. Il était prêté, donc il est acheté pour 7 millions. Et en même temps, il envoie Vitinha là-bas en prêt jusqu'à la fin de saison pour 25 millions. Et en même temps, l'Olympique de Marseille, alors ça c'est une grosse surprise, a décidé de mettre Jonathan Klaus sur le marché des transferts. J'ai vu. Ça date également d'il y a une petite demi-heure. Apparemment, il a une attitude un peu moyenne sur les entraînements et sur les matchs. Et ce qu'il a fait, en fait, il est sorti samedi contre Monaco à la 30e minute, mais apparemment, il n'était pas blessé. Donc, on lui reproche un manque d'investissement et que le mec veut absolument se concentrer sur l'Euro. Info ou intox, c'est ce qui se lit. Et puis, Nottingham Forest qui est sur Ismail Assar. Donc voilà, il y a une offre qui devrait être mise en place dans les 24 prochaines heures. Voilà, je voulais juste mettre les infos parce que je vois que sur le chat on me demande de parler de Vitinha. Vitinha est parti à Gênes là et passe sa visite médicale. Et vas-y Kevin. Juste à mettre, vu qu'on parle de Klaus, moi j'ai eu vent. Alors je sais pas si c'est vrai, toi qui es un peu plus proche de l'OM que moi, tu me diras, mais que apparemment Klaus, depuis que sa femme ou sa compagne, la personne avec qui il vit en tout cas, côtoie pas mal de gens de la télé-réalité, côté un petit peu Marseille, et que c'est un mec apparemment qui sort beaucoup et qui serait pas non plus, qui aurait pas une hygiène de vie. Irréprochable. 2.0 quoi, ouais. Donc je sais pas si c'est vrai, il y a plusieurs personnes qui se connaissent pas qui m'ont dit ce truc là, donc c'est pour ça que je me dis peut-être que ça l'est, et vu que toi t'as des contacts là-bas, peut-être que cette info ressort aussi de ton côté, donc je sais pas. Ouais, alors je sais pas si c'est lié à ses performances, mais c'est sûr que lui il fréquente beaucoup la télé-réalité là-bas, il a beaucoup de potes, des pseudo-potes qui ont fait de la télé-réalité. Après, est-ce que ça joue sur sa qualité de travail ou autre? Je sais pas, mais en tout cas là sur la liste, sur le fait qu'il soit mis en vente là depuis le club, c'est une info qui est sortie par l'équipe là il y a une petite demi-heure. Ce qui en ressort, c'est que justement, il n'est pas complètement investi dans le projet du club, qu'il est très concentré sur le prochain Euro et qu'il essaye un peu de s'économiser en club, et ça plaît pas apparemment au board marseillais qui l'a mis en vente depuis une petite heure. Mais le récupère. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a un manque de performance cette année de Jonathan Klaus. Mais bon, après, on va revenir, je vais reparler de Monaco, de Marseille-Monaco, mais bon, qui est son manque de performance, c'est pas un cas isolé. Hein. Je veux dire, toute l'équipe est moins bonne, toute l'équipe est mauvaise. Et puis, sur le match de samedi, on perd pas, mais c'est un miracle. Hein. Monaco se fait complètement volé par l'arbitrage, mais vraiment un gros vol avec un carton rouge imaginé. Ah, bah c'est étonnant à Marseille. Bah écoute, alors moi je regarde pas les matchs depuis 93, mais ça faisait longtemps que je m'étais pas senti avantagé autant sur un match. Mais là ils sont bien fait niquer Monaco. On te demande aussi, je sais pas si tu as répondu à cette question, que penses-tu de Merlin à Marseille?
Bah écoute, moi quand j'ai lu le transfert, d'ailleurs Kevin m'a envoyé une notif comme quoi c'était cool, j'étais plutôt enchanté, comme Merlin l'enchanteur, mais Trop facile. mais le truc c'est qu'en fait je suis parti sur la page Twitter de Nantes qui l'annonce partant et j'ai vu beaucoup de commentaires nantais qui disaient c'est pas une perte, 12 millions c'est bien vendu, il a fait une grosse première saison mais la deuxième moyen, donc je suis un peu refroidi, on va attendre de voir sur le terrain. Après, Très c'est un bien. mec, il a eu comme entraîneur Camboiré et l'autre là, il a eu Domenech et je sais plus c'est qui l'autre entraîneur là qui est là. Et Jocelyn Gourvenec. Gourvenec. Voilà, il a pas eu non plus la pointe de l'entraînement français quoi. Ouais, apparemment, c'est un mec qui attaque bien, mais qui défend un peu moins bien. Donc, bon, dans un système de défense à 5, ça peut être utile. Après, si on perd Klose de l'autre côté, c'est dommage de se renforcer d'un côté pour être en difficulté de l'autre. Donc, à voir. Mais de toute façon, pour revenir sur Marseille-Monaco, enfin, sur la saison de Marseille, elle bouge pas. Hein. C'est-à-dire qu'on gagne un match de temps en temps, on en perd un de temps en temps et on fait un match de temps en temps. Il n'y a pas de relief. C'est une saison qui est complètement morte. Tu joueras pas le podium, tu joueras pas la descente. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. On s'ennuie vivement la fin de saison, quoi. Très bien. Un avis, On est messieurs, qu'au mois de janvier, peut-être. hein. Ouais, c'est vraiment long et inintéressant. Un avis, messieurs, par rapport à l'OM. Vas-y Crook, je te laisse. Bah écoute, moi je suis surpris. Enfin ouais, quand tu vois qu'effectivement il y a un carton rouge pardon, qui est quand même assez tôt dans le match, à la 11e minute, et qu'au final Marseille n'arrive pas à aller chercher mieux qu'un match nul. Ouais, effectivement, Triste. c'est triste, surtout au Vélodrome. Et je pense qu'à mon avis, le peuple marseillais, ça doit commencer à chauffer tout doucement. Après, moi je pense que Longoria est fautif. Alors est-ce qu'ils vont le faire sauter à la fin de saison? Ça, Johan, tu nous le diras. Peut-être que tu as des infos par rapport à ça, hein, mais Ouais, je pense que c'est terminé. Hein. c'est vraiment terminé, tu penses? Bah, sur les infos que j'ai, apparemment, ils gèrent même plus le mercato. Hein. Ils gèrent enfin, c'est Mehdi Benassia qui gère le recrutement. D'ailleurs, il y a un interview de l'attaquant camerounais là qui va nous rejoindre, qui a dit qu'il a même pas parlé à Longoria. Donc, je pense qu'on est vraiment sur une fin lente et un peu triste de la part de Longoria. Et vous avez vu que la rumeur Arabie Saoudite, L'excellent. Ah ouais, pardon. vous avez vu que la rumeur Arabie Saoudite ressort. Ah ouais? Oui, j'ai vu ça. Qu'il y a apparemment même des insiders qui sont plutôt souvent bien informés. Par exemple, sur Twitter, alors je sais pas si c'est un mec ou une meuf, mais le compte s'appelle Zoé Sagan. Il sort souvent pas mal de trucs sur les politiques, les hommes des médias et compagnie. Et apparemment, oui, ça discute même dans les plus hautes sphères hein, de cette histoire. Ouais. Très bien. Est-ce que vous avez vu le raté de Vitinha? Oui, j'ai vu. Ah, celui-là, il faut le voir, celui-là. C'était Ahmed beau. Kevin, je vous conseille d'aller le regarder. Vas-y, Ah, j'ai on va absolument voir. pas vu. Ah ouais. Et quand vous le regardez, ça va bien rigoler. prenez en compte que c'est la dernière seconde du match. C'est la dernière seconde. C'est ce qui est important en fait. C'est ce qui est important pour l'OM. De toute façon, quand tu vois le louper à 30 patates, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Il reste 10 secondes, il y a un face-à-face, il n'y a plus de goal, il est devant le but. Il y a plus de Il goal. y a à 1 mètre de la ligne de but. Tu vois, on parlait de ça là, lors du dernier KFC, c'est que avec 35 millions d'euros, franchement, tu peux avoir un attaquant de meilleure facture. Tu vois, c'est ça en fait le truc, c'est que tu te dis putain, mais Vitinha, son passage à Marseille, il y a rien, il y a même pas un truc, tu peux dire ah ouais, il y a eu ce match-là, il y a eu ce match-là, Rien. il y a rien. 35 barres comme ça là, que dalle. Il a mis 6 buts en 1 an, c'est moins que Nuno Tavares qui était un défenseur. Qui restait chez nous. Ben voilà, tout est dit. Voilà, la veste est Ah, dite, c'est incroyable. exactement. Merci Longoria. C'est vrai l'histoire de Milan AC ou l'OM pour l'Arabie, Johan? J'ai pas compris Mythix. Peut-être que t'as compris. Ouais, c'est parce qu'en fait, il y a eu un média qui a sorti l'information que l'Arabie Saoudite voulait racheter ou le Milan ou l'OM. Donc, c'est les rumeurs qui traînent. Moi, j'avais déjà évoqué le sujet il y a 2-3 mois dans l'émission. Je sais qu'il y a des discussions entre l'Olympique de Marseille et l'Arabie Saoudite depuis longtemps, hein, même depuis 2-3 ans. Et que cette année, je crois que McCourt a un peu ouvert les voies pour essayer de négocier le club. Donc, je pense qu'on saura rapidement, peut-être pas sur ce mercato-là, mais dans 6 mois. On a l'impression que Longoria part tout doucement. Il est venu avec 3-4 collègues à lui, notamment Ribalta, Otero et autres, et ils sont plus là. Donc je pense que c'est le dernier maillon qui va partir tout doucement à la fin de saison. Donc, en tout cas, s'il y a un rachat, ça devrait arriver cet été. Je vois pas comment ça peut être autrement. Après, est-ce que combien veut vendre McCourt? Est-ce qu'il y a vraiment une offre de l'Arabie Saoudite ou c'est que des discussions? Mais ce qui est sûr, c'est que ça discute. Ouais. Parce
que après, excuse-moi Ahmed, mais Vas-y. comme on disait auparavant, c'est que quand des gens achètent, surtout on va dire des États ou des grands groupes, groupements du Golfe, achètent des clubs comme ça, c'est pas que pour le football. Quand QSI est arrivé au Paris Saint-Germain, c'était pour le Paris Saint-Germain et tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire acheter des grands hôtels, les machins, les patatis, les patatas. Après, est-ce que aujourd'hui les Saoudiens, quand ils vont arriver à Marseille, ils vont pouvoir prendre ce qu'ils veulent? Peut-être, j'en sais rien. Le port, on sait que le port c'est très compliqué. On sait que d'autres trucs aussi c'est très compliqué. Le stade. Et le stade aussi. Si ils veulent avoir la main sur plein de choses, en fait, je pense que le rachat, pour moi, ça va jouer là-dessus. C'est pas une question de Marseille, pas Marseille, viable, pas viable. C'est est-ce que au-delà du football, ils pourront faire du business? Parce que le football aujourd'hui, c'est une vitrine. Ah le port, c'est quelque chose de très convoité, parce que tu tiens le port, c'est bien. Hein. Mais moi, alors j'ai eu des gens qui m'ont dit qu'apparemment, McCourt avait aussi comme ambition à moyen terme, voire long terme, de mettre ses billes dedans. Mais on lui a clairement fait comprendre que frérot, lâche l'affaire. Donc c'est peut-être une raison aussi pour laquelle il n'a pas sorti de l'oseille qui devait sortir les derniers mercato. De Marseille. Ouais. Ouais, c'est clair que c'est des clubs de toute façon, il y a des dimensions annexes. Et voilà quoi, c'est compliqué. Parlons de la 8e place. 8e place donc bien toujours pour le RCL, Racing Club de Lens. Lens qui était en déplacement à Toulouse et qui en a mis 2. Crook, ton avis sur le match? Alors, entame de match compliqué. Franchement, les 30 premières minutes, je me suis dit, on va se faire avoir au stadium de Toulouse. Et au final, on a réussi à laisser passer la tempête et inscrire un but juste avant la mi-temps. Je pense que c'est ce qui nous met bien sur un petit caviar quand même d'Elanaoui pour Pereira da Costa, qui arrive à tromper le gardien sur un petit pont, sur une petite frappe tranquille en petit pont, donc tant mieux pour nous. Et après, moi, grosse mention spéciale pour Andy Diouf. Depuis le début de l'année, j'avoue que je vais être honnête, j'avoue que je le sac, il me casse les couilles. Et c'est vrai que là, depuis janvier, il se réveille. Après, on a été le chercher pour la petite histoire, c'est un joueur qui vient du FC Bâle, qui a été reconnu comme meilleur joueur jeune de la compétition Europa Conference League la saison dernière, et qui a été acheté 15 millions par le Racing Club de Lens dans l'espoir de remplacer Seko Fofana, qui est parti en Arabie Saoudite pour un plan de carrière, dirons-nous, purement financier. Et en fait, ce joueur, pendant 6 mois, a été complètement absent. Moi, j'ai trouvé un peu transparent au sein de l'effectif. Et depuis janvier, en fait, il y a quelques infos qui sortent, comme quoi, en fait, il s'était totalement remis en question, notamment sur l'intensité, sur les entraînements, etc., etc. Et je trouve qu'on commence à le voir émerger tout doucement. Pour les petites infos, sur le match contre Toulouse, c'est 70 ballons touchés, 80% de passes réussies, 4 passes clés sur le match, 3 dribbles réussis sur 4, 6 centres et 6 duels remportés sur 10. Pour un milieu de terrain, donc tant mieux pour nous, il a 21 ans, il est jeune. Je trouve que la doublette Elanaoui Andy Diouf est vraiment pleine d'avenir et prometteuse pour nous. Donc j'espère vraiment que ça va réussir à vraiment sortir de là, sachant qu'on a aussi notre ami Salis Abdoul Samed qui est revenu de la CAN, qui a été éliminé, et également Nampalis Mendy. Lâchement éliminé. Le Ghana, putain de merde. Quel gâchis, ça, c'est incroyable quand même. Et parce que, juste une petite parenthèse par rapport à ça, parce que ça me fait penser à la Coupe d'Afrique. Les Ivoiriens qui sont tous là en train de dire Maroc, là, à se prendre en 6-9, là. Il faut qu'ils disent beaucoup merci au Mozambique, parce que c'est le Mozambique qui leur permet de jouer ce soir. Parce que si le Ghana gagnait 2-0, même si le Maroc gagnait, ça aurait servi à rien. Et virgule sur la parenthèse en parlant du Ghana, magnifique doublé d'André Ayou ce week-end. Ouais, de ouf. Avec le Havre, non, Lorient. Ouais. Non, c'est ça. Non, c'est le HAC, ouais. Face à Lorient. Donc voilà un peu sur le Racing Club de Lens. Après, une petite pépite, je sais pas si vous avez le but d'Andy Diouf contre Toulouse. Une petite frappe qui part en pleine lucarne gauche du gardien. Magnifique. J'ai trouvé franchement très sympa, très, très simple, une frappe pure en fait. Et après, on arrive à tenir le score. Bon, on a eu quand même chaud. Il y a eu des arrêts de Samba qui ont été encore décisifs. Notre ami Samba qui a encore fait des dingueries pour 5 millions d'euros. On a été le chercher à Nottingham Forest, donc on est vraiment satisfait de ce gardien, je vous le dis. Ça, c'est un vrai joli coup, ça. Je crois qu'il a été pris gratuit à Marseille, si je raconte pas de conneries, genre de Marseille à Nottingham. Ouais. Et vous l'avez acheté 5 millions d'euros derrière. Ça, c'est incroyable, ça.
Exactement. Magnifique. Suite à la blessure de Wilker Farines, qui venait du Venezuela, qui était normalement prometteur et qui s'est fait les ligaments croisés, je crois, en match de préparation avec le Venezuela il y a 1 an et demi. Et là, il a été vendu sur le mercato, donc il est parti. Et donc, tant mieux pour nous, on colle, même si je pense que c'est un peu comme Marseille, en fait. On a une saison qui est un peu compliquée dans le sens où on joue pas la descente, mais on joue pas non plus le haut de tableau. On n'est pas lâché. On a 29 points, sachant que devant, ça peut encore jouer. On a 31 points de l'Europe, 3 points des places qualificatives pour l'Europa League. C'est une saison qui est un peu compliquée, donc j'espère qu'on va pas faire de 100 fautes par rapport à nos concurrents directs sur la fin de saison. Il y a des gros matchs qui vont arriver, notamment le match contre Monaco qui s'annonce vraiment prometteur et qui d'ailleurs sera l'occasion pour fêter les 30 ans des Red Tigers, une des sections principales du Racing Club de Lens. Donc il va y avoir de grosses animations au sein du stade pour que le groupe fasse leurs 30 ans. Donc je pense que ça va être sympathique à regarder à la télé, même dans le stade. Donc j'espère que ce rendez-vous-là contre Monaco, ça va être bon. Mais sachant qu'on a... C'est samedi prochain ? Strasbourg. Non, c'est le 25 février. Samedi prochain, c'est Strasbourg. C'est Nantes extérieur, ensuite Strasbourg. Donc on verra. Et il y a bien entendu le déplacement et la réception de Fribourg en Europa League qui va arriver sur le mois de février. Très bien. Est-ce que messieurs, vous avez quelque chose à rajouter par rapport au Racing Club de Lens ? Moi j'avais une question, Crooks, parce qu'on a le même nombre de points, toi et moi. Moi je sens que la saison de Marseille elle est vraiment morte, c'est-à-dire qu'il se passera rien. C'est vraiment sans vague. Mais en même temps, c'est-à-dire que Lille n'avance pas, Reims n'avance pas, Brest n'avance pas, Monaco n'avance pas. Donc, en vrai, on n'est qu'à 5 points de la Ligue des Champions. Est-ce que toi, par rapport à Lens, par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce qui se passe sur le terrain, tu crois à un top 4 ? Moi, personnellement, non. Moi, pour Lens, honnêtement, j'ai un peu de mal dans le sens où on a quand même Reims et Brest qui sont vraiment en feu cette saison. D'ailleurs, on les joue le 18 février là, donc ça va être aussi un rendez-vous direct, un concurrent direct. Moi, je suis un peu mitigé dans le sens où j'avais beaucoup d'attentes sur le milieu de terrain. Là, ça commence à se réveiller. Si notre milieu de terrain, Yanaoui et Andy Diouf se réveillent et que Nampalis et Abdoul Samed gardent le cap, je pense qu'on peut aller chercher une place qualificative pour une place européenne. Après laquelle, je pense que la Champions League, ça va être mort. Mais une place en Europa, je pense que c'est possible pour Lens. Tout dépend si Francaise garde le cap. Là, j'ai vu qu'il a poussé un coup de gueule par rapport à la direction, par rapport à Masfedou Haïdara, qui aurait dû normalement remplacer Merlin, à Nantes, et qui a clairement fait comprendre à sa direction en direct qu'il était hors de question de voir Haïdara partir parce qu'il n'y avait aucun remplaçant, et que pour nous, Haïdara, c'est quand même un joueur de la rotation qui est quand même important dans le sens où dès qu'on a un central, je rappelle, Lens, c'est un dispositif avec 3 défenseurs, donc on a un central qui part, c'est Haïdara qui vient, qui reprend et qui remplace. Là, actuellement, ce qui est compliqué pour nous, je pense que ça va être le milieu de terrain. Donc, à voir si Andy Diouf continue sur sa lancée sur les prochains matchs. Moi, j'y crois. Je pense qu'une place en Europa League est largement faisable pour Lens. Tout dépend si on arrive à bien manœuvrer sur le mois de février le déplacement à Reims et également le match contre Monaco. Voilà, la question, c'est de se dire quelle équipe pourra avoir sa petite série. Parce qu'au final, là, on est pile poil à la moitié du championnat. Il y a 19 journées. Vraiment, c'est qui va avoir sa petite série. Sa petite série le top 4, quoi. Ouais, qui aura sa petite série de la petite série de victoires là, de 4-5 victoires entre fin mars jusqu'à début mai. C'est là où généralement on creuse un petit peu les classements ou trucs. Donc les gens qui vont avoir les 4-5 victoires pendant cette période-là, c'est là où ça va être où je pense que le podium va se dessiner. Mais déjà, Paris-Nice, tu ne les reverras plus, je pense. Malheureusement pour Nice, parce que c'est vraiment dégueulasse. Et après, 3-4, c'est quand même des places qui sont qualificatives en Ligue des Champions. C'est vraiment ouvert, quoi. Après, Nice, il peut quand même y avoir un accident industriel. Nice, c'est 38 points. Reims, c'est 30 points. Donc, il suffit de 3 défaites de Nice. Et derrière, les clubs, ils sont au coude à coude, ils sont dans un mouchoir de poche. T'as quand même, on va re-regarder le classement, mais regardez bien, on a Nice qui a 38 points, mais derrière, t'as quand même le LOSC qui a 32, Reims à 30, Marseille et Lens à 29. Le Stade Rennais, bon, c'est un peu, voilà, mais t'as quand même des clubs qui sont à 8-9 points de Nice. 9 points, c'est 3 victoires. Pour moi, au vu de la cadence des Niçois, pour moi, il y a que Brest et Monaco pour l'instant qui peuvent aller les chercher. Parce que Lille, je trouve que c'est
c'est trop instable, pardon. Lille, c'est un peu comme Lens et Marseille, ça veut dire qu'ils vont te faire un bon match et après 2-3 matchs, tu les verras plus. Je trouve qu'en termes de rythme aujourd'hui, il y a que vraiment ces deux équipes-là qui peuvent aller titiller les Niçois. Après, le problème, c'est que Nice, même dès qu'ils sont mauvais, ils gagnent avec un pénalty à la 80e, donc ça va être compliqué d'aller les chercher, hein, je pense. Bah ouais, ils prennent pas de but en fait, donc ils perdent pas de match. Ils prennent aucun but. Donc ils font 0-0 ou 1-0. Donc non, moi je pense que Nice, on les reverra plus. Messieurs, on va parler bien des derniers. Hein, on a bientôt fini notre Tour de France. Si jamais dans le chat vous avez envie qu'on fasse un tour de table rapide sur un club en particulier, peut-être votre club de cœur, n'hésitez pas à nous le dire. Mais on va parler de Lyon. Lyon qui a perdu 3-2 face à Rennes. Lyon qui, du coup, au Parc OL, s'est incliné au bout de 90 minutes de jeu. Lyon, c'est quand même 12 tirs, 6 cadrés, 2 buts, alors que Rennes, c'est 11 tirs, 5 cadrés, 3 buts. Beaucoup plus donc de précision côté rennais que côté lyonnais. Lyon qui du coup ne bouge pas, hein, qui stagne à la 16e place, et l'Olympique lyonnais qui sur les 5 dernières journées fait victoire, défaite, 16 points, 19 matchs joués, 4 victoires, 4 nuls, 11 défaites. Qui veut s'exprimer en premier ? Bah écoute, moi pour Lyon, en fait, début de saison, j'étais vraiment pessimiste, mais là par contre, je trouve que, alors après ça reste Rennes quand même, il y a quand même des bons joueurs, c'est pas non plus fou. Ils en prennent déjà 3 directs, donc déjà 3-0 chez eux. Déjà ça annonce la couleur, tu dis bon bah c'est bon, ils sont en train de sombrer. Ils arrivent à remonter à 3-2, ils essayent de se bagarrer. Moi je pense que voilà, c'est tout, ils ont joué Rennes, ils sont fait niquer sur le match de Rennes. Moi je pense avoir confiance sur les matchs qui vont arriver. Je pense que Pierre Sage a vraiment apporté quelque chose au sein de l'effectif, et je pense qu'ils vont réussir à sortir la tête de l'eau. Chance pour eux, je crois que Lorient n'a pas gagné, si je me trompe pas. Lorient n'a pas gagné, a fait nul, et Clermont a fait nul. Donc devant, ça avance pas. Donc encore, ils auraient pris les concurrents directs auraient eu une victoire. Je pense que ça aurait pu les embêter. Là, c'est pas le cas. Ils vont se réveiller le week-end prochain, et je pense que ça va aller. Mais pour moi, j'en attendais pas moins que Lyon perde chez eux contre Rennes. Pour moi, c'est un résultat logique au vu de la saison des deux clubs. Et pour vous, les gars, est-ce que Lyon va réussir à se sauver ou pas ? Parce que faut quand même préciser que donc Lorient, c'est 13 points. Bon, Lorient, je pense que on aura tous compris que c'est fini. Par contre, Clermont est clairement au cul de l'OL. Clermont, c'est 15 points. L'OL, c'est 16 points. L'OL, pour l'instant, barragiste. Mais à tout moment, l'OL peut rebasculer dans la position des deux relégables. Johan, tiens, est-ce que tu penses que l'OL peut finir la saison dans les relégables ? Non, parce qu'en fait, la chance qu'ils ont, c'est que Clermont, Lorient et même Metz, c'est moins fort qu'eux. Je pense que ce sera eux les 3 derniers. Ouais. S'il n'y avait pas eu un de ces 3, je t'aurais dit que ça allait être chaud. Mais là, ils ont 3 équipes très, très, très faibles. Donc, je pense qu'ils sont un peu plus forts. Ils vont s'en sortir comme ça. Je les vois terminer 14-15, quoi. Après, de toute façon, quand tu joues le maintien, c'est jusqu'au bout, c'est difficile. Ils vont en perdre des matchs. Mais la chance que tu as, c'est que les concurrents, ils en perdent aussi. Donc, ça avance pas vite, en fait, quand tu joues le maintien. Donc, il suffit de gagner 2-3 fois de suite et tu prends une bouffée d'air. Voilà, tu vois, ils ont perdu ce week-end. Ça n'a pas eu une conséquence énorme. Donc, ils ont un petit peu cette tranquillité-là du fait que les autres n'avancent pas non plus et sont vraiment pas d'un niveau très qualitatif. Kevin, en quelques mots sur Lyon ? Le truc, c'est que la semaine prochaine, il y a l'Olympico, là, il y a Lyon-Marseille. Donc, je pense que ce match-là, ça va être, je vais pas dire un match charnière, mais ça va être, on va dire, la première étape pour essayer de galvaniser et récupérer le groupe. Parce que quand tu perds 2 fois et que tu perds en plus tu perds chez toi de cette manière-là, où tu prends quand même un 3-0 en 40 minutes, je crois, un truc comme ça. C'est ça, ouais. Si je me trompe pas. Donc, ils sont revenus un petit peu à l'orgueil, tu vois, mais dans le jeu, c'était clairement pas ouf. Je me dis que s'ils arrivent à battre Marseille chez eux, avec un stade en folie, tu vois, avec le public, ça peut les lancer derrière. Mais malheur au vaincu. Mais ça va se jouer. Pour moi, je pense que le maintien va se jouer jusqu'à la dernière journée pour Lyon. On sera pas sur un truc de à un moment donné, vous mettre une. Enfin, je suis pas un voyant, mais
après, enfin, quand tu les vois jouer, tu te dis que c'est bien, ça repart, c'est bien, ça repart, c'est bien, ça repart. C'est pas, tu vois, c'est pas stable. On n'est pas sur un truc où tu te dis qu'à la 30e journée, ils vont être maintenus, quoi. Croc, en quelques mots sur le maintien de l'OL ou la relégation. Moi, je pense qu'ils vont se maintenir. Début de saison, j'étais vraiment totalement pessimiste pour eux. Moi, je trouve que voilà, ils ont fait un peu de recrutement. Ils ont mis je trouve que l'entraîneur qui colle et qui a l'ADN du club. Moi, j'y crois. Franchement, comme le disait, je sais plus qui le disait là dans les chroniqueurs, mais voilà, du Lorient, du Metz et du Clermont, c'est clairement beaucoup plus faible que Lyon. Je pense qu'ils vont se sauver et ça va peut-être se jouer à la dernière minute, à la dernière journée, mais c'est pas grave. Mais je vois pas Lyon descendre. Je pense qu'ils vont regagner du poil de la bête. Ils vont redresser la barre et je pense qu'ils vont rester en Ligue 1, même si ça va être difficile. Donc j'ai bon espoir pour eux. Avant de faire le camion VAR, messieurs, une petite question de PJ dans le chat. Vous allez avoir chacun une minute pour répondre. Brest en Coupe d'Europe à la fin de la saison, possible ou impossible? On va commencer par... on va faire Croc, on va faire Yo-Yo, ensuite Kevin, et ensuite on finira par Croc. On va faire comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Yo-Yo, 1 minute, top chrono pour la qualification de Brest en Ligue des Champions. En Ligue des Champions ou en Coupe d'Europe? En Ligue des Champions. Enfin, Coupe d'Europe, mais moi je précise la question en Ligue des Champions. Parce que pour l'instant, ils sont 3e. Ça marche. Alors il y a 48 heures, je t'aurais dit non. Mais avec ce que j'ai vu au Parc des Princes, je change d'avis. Je pense qu'ils ont des certitudes dans le jeu. Ils sont réguliers dans les résultats. C'est une équipe qui vit bien ensemble, il n'y a pas de stars, il n'y a que des mecs qui se battent pour le collectif et je ne les vois pas s'écrouler. Surtout que cette année, il y a 4 places pour la Ligue des Champions. Je pense qu'ils mériteraient leur place dans les 4 premiers, donc je les vois bien accrocher une 4e place. Après, malheureusement, ça sera difficile l'année prochaine, mais par rapport à ce qu'ils montrent dans le jeu, je pense que c'est largement faisable. Très bien. On va passer à Kevin. Kevin, 1 minute, Brest en Ligue des Champions. Alors, c'est possible. Comme a dit Johan, je vais pas reprendre tous ces arguments, mais je ne leur souhaite pas. Parce que pour moi, c'est un club qui est en train de grandir et quand on grandit trop vite, on finit souvent dans une cave à Sarcelles. Non, je rigole. Non, mais quand on grandit, quand on grandit trop vite, quand on grandit trop vite, je trouve qu'après le club ne sera pas stable parce que je ne vois pas comment une équipe comme Brest pourra lier Ligue des Champions et championnat. Et si c'est avoir une Ligue des Champions pour après jouer le maintien l'année d'après, c'est pas ouf. Je trouve que voilà, ils devraient monter tranquillement avec après c'est le classement qui veut ça, mais une Europa, une conférence et puis après pourquoi pas stabiliser le club et après chercher la Champions. Mais bon, s'ils le font, tant mieux pour eux. Est-ce que ce serait pas ce qui, alors sans parler de maintien, mais par rapport au fait du club qui grandit trop vite, même si Lens c'est quand même un club qui a une histoire et tout, mais on se rappelle quand même qu'il y a quelques saisons de ça, Lens était en Ligue 2. Est-ce que du coup c'est pas un peu le schéma qui est en train de se produire pour le Racing Club de Lens? En fait le truc c'est que comme tu as bien dit, Lens, ils ont une histoire et ça fait quand même le tout. C'est-à-dire que le public lensois a pour, on va dire, 30 à 40%, voire même un peu plus, déjà vécu la dernière campagne de Ligue des Champions en 2001. Tu vois, là, Brest, on parle vraiment d'un club qui, même en Ligue 1, je sais pas, quand est la dernière année où ils ont fini dans le top 5, top 6 de Ligue 1. Tu vois, donc c'est pas du tout pareil. Et puis je trouve que avoir la Ligue des Champions comme ça d'un coup... ça risque. Après, tant mieux, tu vois, pour les supporters, ça va être un kiff total. Mais si tu prends un petit peu d'un point de vue extérieur et que tu regardes la santé hypothétique du club, tu te dis ça peut peut-être aller trop vite. Et puis Lens, ça a été progressif. Lens, ils sont remontés en Ligue 1, ils ont après fini 5e et après fini 3e. Ils ont vraiment fait étape par étape. Croc, 1 minute par rapport à Brest, top chrono. Moi, je ne pense pas que Brest se qualifiera en Ligue des Champions. Si tu me parles d'une Coupe d'Europe, clairement, je pense que c'est largement possible. Je les vois pas s'écrouler de là à perdre totalement l'Europe. Je pense qu'une place en Europa League ou en Europa Conference League est totalement jouable. Ligue des Champions, je pense que non. Je pense que moi, je l'ai connu avec Lens. Tu crois vraiment que ça va, ça tient. Pas la saison dernière, mais la saison encore d'avant, parce qu'on était dans le top 3 à chaque fois. Et sur la fin de saison, on s'est un peu écroulé et on a terminé 7e et on n'a rien eu. Ça nous est passé sous le nez. J'espère pas que ça le fera pour Brest, mais si tu me demandes maintenant à l'instant T, est-ce que Brest ira en Ligue des Champions, je te dirais clairement non. Très bien. Merci beaucoup messieurs pour vos réponses.
par rapport à la question de PJ. À savoir et à noter, messieurs, que le Sénégal donc mène 1-0 face à la Côte d'Ivoire à la mi-temps dans ses huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la 67e, hein, frérot. Ah ouais, je sais pas, j'ai reçu un message il y a 2 minutes en me disant que c'était la mi-temps. Et il est sur IPTV, le frère. Je crois, ouais, il est sur IPTV, mais il a une demi-heure de retard. Ah oui, Il est d'accord. sur Internet Explorer. Et du coup, donc on est 70e et il y a combien 1-0. 1-0. 1-0 toujours. Oula, putain. Ouh là là, ça va. Les Ivoiriens, ils vont serrer. Messieurs, on va monter dans le camion VAR pour tout simplement revenir sur un fait de jeu, un geste, une actu qui vous a marqué positivement et que vous souhaitez partager et mettre en avant. Qui souhaite monter dans le camion VAR en premier? Moi, j'y vais, moi. Allez, Crook. Moi, je vais parler du départ de Jürgen Klopp en fin de saison. Je voulais... Voilà, ça c'est fait, ça. C'est Vous ça, savez ce que ça veut il dire a dit en premier. Ah ça. ouais, oula, il a carrément bugué. Il a pas Voilà. du tout apprécié. Il a Bonjour, pas c'est du Mano, tout- je vais faire vos travaux. Il a carrément bugué, le frérot. C'est bon, est-ce qu'on a retrouvé Il est vraiment en Johan? colère. Yo-yo. Non, c'est bon. Ah, J'ai parfait. perdu mes écouteurs, mais c'est bon. Parfait. Il a tapé dans l'écran direct. Laisse tomber. Du coup, oui, départ de Jürgen Klopp, donc gros séisme en Angleterre. Faut quand même rappeler que Jürgen Klopp a remis, en fait, a redonné un peu d'attrait autour de Liverpool, qui s'était perdu pendant quelques années en Angleterre, notamment en remportant un titre de champion d'Angleterre qui n'était pas arrivé depuis 30 ans à peu près, si je me souviens bien. Également une Ligue des Champions qui n'était pas arrivée depuis une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années. Donc tant mieux pour Liverpool d'avoir connu cette histoire avec Jürgen Klopp. Je trouve ça un peu dommage parce que je crois que c'est même comment il s'appelle, Guardiola, qui avait dit que ça l'avait un peu surpris de voir Klopp partir de Liverpool. Et je pense que honnêtement, ça va être une grosse perte pour la Première Ligue. Alors après, j'ai vu qu'il y avait du Xabi Alonso qui était peut-être annoncé, qui est actuellement au Leverkusen et qui est en train de torcher la Bundesliga. Donc Ça serait à voir. beau. Ça serait vraiment beau. Donc je vous dis, moi c'est vraiment l'info qui m'a marqué quand j'ai entendu ça. Je me suis dit, ah oui, d'accord, le club qui part de Liverpool, où va-t-il rebondir? Moi, ça m'intéresse. J'ai envie de savoir où il a peut-être besoin d'un nouveau challenge. Ça fait combien de temps? J'ai plus le nombre d'années, mais ça fait au moins 7 ans. 7-8 ans qu'il a à Une Liverpool. dizaine d'années. Jürgen Klopp est arrivé à Liverpool en 2000, parce que Mamadou, il y était encore, il était Ça fait déjà, 10 c'est ans, je crois, 2014, je crois. Ouais, Ah, ouais, ça fait 10 ans, Ouais, ça va fait faire 10 10 ans, ans, hein. je crois. Ouais, tu vois, 2015. Ok. Ouais, ça 2015, fait- Jürgen Klopp. Oui, ça aura fait 9-10 ans, quoi. Johan, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Vas-y, monte dans le camion VAR tant qu'à faire, hein, puisque vous aviez la même info. Ouais, non, j'étais en train de chercher autre chose, mais gros choc. Je trouvais que c'était vraiment un entraîneur qui collait vraiment à l'identité du club de C'est clair. Liverpool. Un peu rock'n'roll, avec un style de jeu en contre-attaque, beaucoup d'intensité, vraiment pour faire kiffer le Anfield. Donc j'ai rarement vu en fait un entraîneur qui collait autant à il l'identité matchait, ouais. Je suis d'accord. et qui matchait autant. C'était vraiment un beau mariage entre les deux. On s'est régalé pendant plus de 10 ans. Il y a eu que des belles saisons, des titres, des gros matchs, des retournements de situation. Genre encore en tête le Liverpool-Barcelone là où il remonte 3-0, 4-0. Vraiment magnifique. Et puis il peut y avoir une belle happy end, qui sont premiers du championnat. Ils sont encore en course en Cup, en Europa League. Donc on va vraiment se délecter des 6 derniers mois parce que c'est vraiment un mariage qui a bien fonctionné. Et j'espère qu'ils trouveront la relève. Après, Xabi Alonso est un bon coach aussi, mais à savoir si coacher les Leverkusen, c'est aussi facile que coacher les Liverpool, je suis pas sûr. Ouais, Et bah, ça se trouve, pourquoi pas, il va avoir le syndrome Colomboigny, c'est-à-dire d'être bon en Bundesliga et mauvais ailleurs. Hein. Hein, Je sais peut-être. pas. Peut-être. J'ai vu une compile des buts de Kolo Muani, il n'y en a pas un à plus de 3 mètres de la cage. Ah, c'est que des tapines. Hein. Et soyons fous, mais pourquoi pas un Klopp au Paris Saint-Germain si les Qataris pètent un câble? Il va se casser les dents Non, comme tous j'ai- les coachs qui sont passés au PSG. On peut pas. En vrai, tu sais que on n'est pas un pays où on peut accueillir ni Klopp ni Guardiola. Parce que déjà de 1, on n'a pas de patience, que ce soit les journalistes, les observateurs, les fans, personne n'a de la patience avec le Paris Saint-Germain. Et je le disais la dernière fois, c'est qu'un mec comme Guardiola, il avait eu les mêmes éliminations qu'avec City au Paris Saint-Germain, il n'aurait pas fait 2 saisons. Parce que t'imagines, t'as le PSG, on t'offre genre t'as Mbappé, Neymar, Messi, on te De Bruyne et machin compagnie.
tu te fais sortir par l'équivalent de Monaco ou l'équivalent de Tottenham, tu crois vraiment que tu serais resté? Mais même la presse, elle aurait dit non, mais ça, c'est bon, c'est fini, il faut qu'il parte, le message, c'est patati, En France, on ne sait pas faire ça, on peut pas le faire. Parce que là, on se dit que dès qu'on met de l'argent, c'est comme sur FIFA, il faut que ça gagne directement. Moi je dis attention, on nous a dit oui, le projet avec Luis Enrique, nanana, c'est qu'on va prendre le temps, on n'est pas pressé et tout. Commence à connaître un petit peu les loustiques. Ouais, Le Nasser, on commence à le connaître. Avec l'info qui est tombée aujourd'hui, moi je te dis attention, on n'est pas à l'abri d'avoir des Qataris du côté de Liverpool dans pas longtemps pour commencer à entamer peut-être des discussions et des négociations et précipiter le départ de Luis Enrique qui pour l'instant et je vais vous donner la parole, mais qui pour l'instant disons ne satisfait pas à 100% les attentes de sa hiérarchie et de ses patrons. Kevin. Non mais après, pour moi, c'est pas pour défendre Luis Enrique, mais je trouve que déjà ça prendra du temps. Je trouve qu'en 6 mois déjà, même si j'aime pas moi le délire quand il fait des compos un peu bizarres, je vois l'intention de jeu qu'il veut donner au Paris Saint-Germain. Je vois à peu près l'état d'esprit qu'il veut inculquer dans cette équipe, et je trouve que Mbappé est plus un poids pour lui dans sa manière de penser et de faire jouer l'équipe qu'un vrai plus. Après, c'est mon avis. Les gens en feront ce qu'ils veulent. Pour moi, le fait, pour revenir un petit peu à Klopp, c'est que là, il y a Xavi qui va partir à la fin de la saison au Barça. Donc du coup, au Barça, il y aura quelqu'un de libre. Je sais que le Barça aimerait bien rapatrier Luis Enrique. Donc le seul moyen qui est un espèce de grand jeu de chaises musicale, c'est que le Barça supplie à genoux Luis Enrique, que son cœur catalan parle, et lui dit vas-y, je vais retourner à Barcelone. Et nous après on se retrouve cul nu, à la limite peut-être. Et même en vrai, je suis même pas sûr que la Ligue 1 c'est un championnat qui pourrait faire bander Jürgen Klopp. Ça le ferait pas bander. Ça le ferait pas bander. Non, voilà. Ça le ferait pas bander. Mais l'argent peut peut-être. Moi, je pense pas que ce soit un mec qui fasse ça pour l'argent, parce que tu vois, par exemple, à l'époque quand il part de Dortmund, il y avait plein de clubs qui lui proposaient, déjà Manchester United lui proposait plus d'argent que Liverpool. Il est parti à Liverpool parce qu'à Liverpool il y avait un truc. Je pense qu'il sentait l'histoire avec Liverpool. Mais je pense pas que c'est un mec qui se dise ouais, je vais aller là-bas parce qu'ils vont me donner 20 millions d'euros ou 25 millions d'euros l'année. Je pense pas que ça soit un mec comme ça. Bon, il veut, c'est pas l'abbé Pierre non plus, il coach pas pour 0 €, mais je pense pas que ça soit le leitmotiv vraiment du gars, quoi. Et j'aimerais mettre sur la table un sujet, je vous ai vu en parler dans le groupe WhatsApp ce week-end. Klopp qui part, quid d'un duo Zidane-Mbappé à Liverpool? Ouais, je sais pas pourquoi moi j'y ai pensé parce que c'est moi qui ai mis ce sujet sur la table. Je sais pas, je me suis dit vu que Liverpool lorgne un petit peu autour de la famille Mbappé, je me dis pourquoi pas parce que je sais que Zidane a refusé la sélection algérienne la semaine dernière, enfin au début de cette semaine là. Il a gentiment dit non. On sait qu'il veut l'équipe de France. Et il veut l'équipe de France, mais bon, je pense que l'équipe de France elle est bien au chaud. Je pense que Deschamps il va aller jusqu'à 2026, je pense. Oui. Voilà, donc tu vois, en plus de ce que Johan disait la dernière fois, il a envie de reprendre un club, il a envie d'entraîner à nouveau, puisque ça fait un petit moment quand même qu'il a pas entraîné, ça fait 3 ans maintenant, c'est 2021 je crois, 2020, un truc comme ça. J'ai pas la date, mais ça fait longtemps, ouais. Mais en tout cas, je sais pas si vous avez vu, mais là, ces derniers jours, il était à Paris. Ouais, j'ai vu les vidéos. Oui, il était à la Fashion Week, j'ai vu, il était avec des bottines bizarres. Là. Ouais, et un espèce de long manteau. Ouais, bon, écoute, il a dû prendre des plaques pour ça. Mais pour le coup, Mbappé, par rapport au style de jeu de Liverpool, je trouve que ça matche bien quand même en contre-attaque, avec l'intensité, tu vois, les courses à 2000. Ah, mais moi, tu sais que en vrai, je sais pas parce que je déteste le Real, mais je le vois. Moi, pour moi, si j'avais été un de ses conseils, je lui aurais dit il va plus là-bas qu'au Real Madrid. Alors le Real, oui, c'est un rêve d'enfant, plus... super, machin, voilà. Tatati. Le Real, oui, d'accord, c'est le prestige du Real, de machin, de trucs, mais il aura plus, lui qui aime bien, alors on commence à connaître le loustic,
même s'il dit le contraire, il aime bien avoir la lumière sur lui, hein, notamment avec le fait qu'il ait demandé à avoir un projet centré autour de lui au Paris Saint-Germain. Bon, je pense que le projet Mbappé et Mbappé qui gagnerait la Ligue des Champions et qui serait le joueur phare d'une équipe, ce serait plus possible à Liverpool qu'au Real. Parce que les Gugus là du Real, là, comment il s'appelle l'autre là, le Brésilien là, ou je sais pas comment. Non, c'est un Anglais. Non, l'Anglais là, comment il s'appelle Bellingham. Bellingham. Et l'autre Brésilien là, comment il s'appelle Vinicius. Voilà. C'est-à-dire que Mbappé, il aurait pas la couverture 100% sur lui, quoi. Non, mais c'est surtout que dans un Real Madrid comme ça, bon après Carlo Ancelotti, c'est un grand monsieur, il sait parler aux stars, il sait, je sais pas comment il fait, mais il arrive à les mettre dans des dispositions qui font que même quand il a 45 pistes aux étoiles, il va les aligner et ça va sortir une équipe de ouf. Je me dis que d'avoir et Mbappé, et Bellingham, et Vinicius, ça fait peut-être un peu trop. Tu vois. Ouais. Autant je trouve que l'époque des Galactiques l'époque un peu Benzema, Ronaldo, l'équipe, il y avait des stars, mais c'était équilibré parce qu'à chaque étage, t'avais un gars. Tu vois, t'avais Marcelo à gauche, t'avais Ramos dans l'axe, t'avais Modric au milieu avec Kroos et Casemiro. Bon, il y avait évidemment Ronaldo, Benzema. Tout était équilibré. C'était une équipe de stars, mais il y avait. Enfin, c'était un truc à étage, quoi. Là, je trouve que tout est concentré là-haut. Ça sent généralement pas bon. La dernière fois qu'ils ont fait ça, ils se sont fait sortir par Monaco en Ligue des Champions. Hein, donc, Mais j'ai quand même l'impression qu'il va y aller quand même. Je sais pas pourquoi. Tu penses ? Ouais, c'est possible. J'ai l'impression que c'est j'ai l'impression que tout le monde sait ce qui va se passer là. Bon, bah on verra dans les prochains jours. Kevin, ton camion VAR du coup, parce que celui de Johan et de Krug était similaire. Kevin, on t'écoute pour ton camion VAR. Ouais, moi, mon camion VAR, moi j'ai envie de mettre un petit peu les lumières sur un joueur français qui brille en Espagne, c'est Antoine Griezmann, qui a encore fait hier un match fabuleux face à Valence, victoire 2-0, il met un joli but, même de son activité, parce que juste après le match face de Égypte-Congo, il y avait donc le Bein Club Europe là, et il y avait le maxi format de ce match-là, et j'ai vu Griezmann, il était dans tous les coups du résumé. Donc c'est pour te dire que le gars, il était vraiment omniprésent partout. Et non, franchement, je trouve que depuis le début de la saison, et même en vrai depuis la Coupe du Monde là dernière, le mec, il marche clairement sur l'eau. Le problème, c'est qu'il joue à l'Atlético et que c'est pas une équipe qui va gagner la Ligue des Champions. Mais c'est vrai que Griezmann, il fait une saison incroyable, et pour moi aujourd'hui, il fait partie vraiment des 5 meilleurs joueurs du monde. Mais vraiment à l'aise, vraiment. Parce que techniquement, sa science du but, sa science des passes, de jeu, c'est un mec quand même qui peut jouer 9, 8, 10, 6 dans une équipe. Et je pense que même si tu mets latéral droit, il est tellement intelligent qu'il pourrait être bon aussi. Donc non, c'est incroyable. Moi j'ai un petit camion VAR aussi. Et bon, désolé Krug, vu que t'as pas suivi la Coupe d'Afrique, ça va être compliqué, mais... Et je regarde tous les jours, tu te fous ma gueule ou quoi? Quel escroc! Mais l'écoutez pas, franchement, l'écoutez pas, il dit de la merde. D'ailleurs, il y a un potentiel penalty pour la Côte d'Ivoire là. Ouais, c'est sur l'info. Moi, je l'avais. Mon camion VAR, il y a la VAR. Pour l'instant, il a mis jaune pour simulation, mais la VAR parle. Bon, tiens, pendant que la VAR parle, moi je monte dans le camion VAR et j'aimerais vous parler du Cap-Vert. Le Cap-Vert pour moi qui mais non mais vraiment qui pour moi est vraiment la bonne surprise de cette Coupe d'Afrique. Le Cap-Vert qui n'a pas perdu un seul match. Le Cap-Vert qui en met 2 face au Ghana sur la première journée, 2-1, victoire du Cap-Vert, victoire 3-0 deuxième journée contre le Mozambique, match nul 2-2 contre l'Égypte, et aujourd'hui ils sont qualifiés face à la Mauritanie 1-0, le Cap-Vert qui accède donc au quart de finale. Et dans l'histoire du Cap-Vert, c'est la première fois ? C'est la première fois, je crois. Hein. Je crois que c'est la première fois que le Cap-Vert... Ouais, quart de finale, ouais. Ouais, c'est la première fois que le Cap-Vert accède ils font pas quart de finale 2022 ? Je ne crois pas. Attends. Je crois pas, hein.
Parce que je sais plus s'ils font quart de finale ou pas en 2022. Attends, le classement. Ouais, mais non, ça va pas m'aider, ça. C'est Putain. pour la deuxième fois de son histoire. Penalty. Ah. Penalty pour la Côte d'Ivoire. Terrible. Penalty pour la Côte d'Ivoire, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, c'est la deuxième fois de son histoire, du coup, le Cap-Vert. Voilà. Ok. Donc voilà, moi je voulais juste tirer mon chapeau à cette équipe du Cap-Vert. Et petit big up personnel à Willy Semedo, un des joueurs de cette équipe du Cap-Vert, qui est le petit frère d'un très bon pote à moi. Et c'est marrant parce que Willy Semedo, il y a 10 ans de ça, on faisait des foot à Arcueil, et aujourd'hui il est en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc en tout cas, big up à lui, vraiment. Et ben on l'embrasse si un jour il regarde la rediff qui sera disponible sur YouTube. Dès qu'ils viennent aussi parler là, on veut des joueurs de la Coupe d'Afrique là. Eh ben si t'as toujours son contact, invite-le avec grand plaisir. Je verrai avec son frère. Avec grand plaisir de l'avoir même 5 minutes en FaceTime. D'ailleurs, pendant l'année 2024, on va avoir des invités, alors pas à chaque émission, mais on va essayer d'avoir des invités dans le Kick Football Club. Donc voilà, donc si jamais vous avez des contacts, voilà, je pense notamment à Rocket qui a un membre de sa famille qui joue en Bundesliga, etc. Pourquoi pas avoir des... Mais c'est stylé ça. Bah ouais, donc pourquoi pas avoir des invités comme ça en FaceTime une fois de temps en temps dans le Kick Football Club. Et ben messieurs, on va finir sur ça. Je vais essayer de t'avoir Issa Mandi. Vas-y, pourquoi pas, avec grand plaisir. On va finir ce Kick Football Club sur le résultat du penalty. Dès que le penalty il est pas tiré encore, il est en train d'être tiré là. Très bien. Je vous rappelle, en attendant, bien évidemment, que le Kick Football Club est disponible en replay sur ma chaîne YouTube Ahmed Elendi 2.0. Je vous mettrai le lien. Vous savez quoi, je vais même vous mettre le lien de suite. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver toutes les émissions du Kick Football Club en rediffusion. Le lien, hop, je viens de vous le drop dans le chat. Il est marqué. Et but pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Un partout, ouais, 85e. Oh là là. Incroyable. Incroyable. Eh ben écoutez, moi je dis, ça va au tir au but cette histoire. Ah bah non, on reste jusqu'au tir au but, allez. Bon, messieurs, est-ce qu'on a fait le tour des terrains verts selon vous? Ouais. Bon, Ouais. eh ben nickel. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir été présents, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Allez. Merci à tous. En forme. Et bonne soirée. Bonne semaine. soirée à vous, bonne soirée au chat, que ce soit sur YouTube, sur Twitch ou également sur Kick. Comme d'habitude, vous le savez, on coupe histoire d'avoir la rediff. Et puis ensuite, on se retrouve pour la nocturne sur kick.com/AhmedLND. Merci d'avoir été là, merci aux chroniqueurs d'avoir été présents. Le Kick Football Club revient lundi prochain, 21h. Et cette fois-ci, on sera à l'heure. Allez, des bisous tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Ce soir, en direct sur la Chômage Télévision, c'est le Kick Football Club.